Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers financier qui, même s'il est souvent dans l'ombre, façonne notre économie mondiale. C'est le marché obligataire international. Et vous allez voir, son ampleur est absolument vertigineuse. C'est parti, on décortique ça ensemble. Alors on commence direct avec un chiffre qui donne le tournis. La valeur totale de tous les marchés obligataires du monde, c'est ça, presque 97,5 billions de dollars. Pour mettre les choses en perspective, c'est bien plus que la richesse produite par la planète entière en une année. Ce n'est pas juste un marché, c'est une force économique monumentale. D'où vient ce chiffre complètement fou? Eh bien, il s'agit de l'addition de toutes les obligations, domestiques et internationales. Et ce qui saute aux yeux, c'est que ce système est piloté par deux monnaies principales, le dollar américain et l'euro. À eux deux, ils représentent plus de 60% de toute la dette émise dans le monde. Maintenant qu'on a une idée de l'échelle, la question c'est, qui sont les émetteurs de toute cette dette? Qui sont les grands joueurs sur ce terrain de jeu à 97 billions de dollars? Et là, la répartition est assez surprenante. On pourrait croire que ce sont les grandes multinationales qui dominent, mais pas du tout. Les plus gros acteurs, et de loin, ce sont ceux qu'on appelle les SSA, les souverains, les supranationaux et les agences, en gros, les gouvernements et les institutions publiques. Ils représentent plus des 2/3 du marché. Ce sont les États qui sont les plus gros emprunteurs. Et si on zoome sur cette dette souveraine, c'est encore plus concentré. Rien que les États-Unis, la Chine et le Japon, à eux trois, ils représentent 62% de toute la dette publique mondiale. Autant dire que leur influence sur la finance globale est massive. Bon, rentrons maintenant dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait qu'une obligation est internationale? En fait, il y a deux grandes catégories à bien comprendre. C'est là que la distinction est super importante. D'un côté, on a l'obligation étrangère. C'est assez intuitif. Imaginez Ford, l'entreprise américaine, qui a besoin de francs suisses. Eh bien, elle va en Suisse et elle émet une obligation en francs suisses pour les investisseurs suisses. Elle joue à domicile, si on veut, en suivant les règles locales. De l'autre côté, on a l'euro-obligation. Là, c'est plus subtil. Prenez une boîte suisse. Elle pourrait émettre une obligation en dollars américains, mais pas aux États-Unis. Elle la vendrait à des investisseurs à Londres ou à Tokyo. Le point crucial, c'est que l'obligation fonctionne en dehors du pays d'origine de sa monnaie. Et c'est cette délocalisation qui lui donne une flexibilité incroyable. On y reviendra. Et pour rendre les choses un peu plus fun, le monde de la finance a donné des petits surnoms à ces obligations étrangères. Une obligation étrangère aux États-Unis, c'est un Yankee Bond. Au Japon, c'est un Samurai Bond. Au Royaume-Uni, un Bulldog Bond. Ça met un peu de couleur dans cet univers de chiffres, non? Ok, mais concrètement, comment naît une obligation internationale? Comment on passe d'une simple idée de financement à un papier vendu aux quatre coins du monde? C'est tout un processus. Tout part de ce qu'on appelle le marché primaire. C'est un peu la salle d'accouchement des obligations. C'est là que tout se crée. Les entreprises ou les gouvernements viennent pour émettre leur dette, la vendre pour la toute première fois, et pour ça, ils s'appuient sur les banques d'investissement. Et ce processus, c'est une chorégraphie vraiment bien rodée. D'abord, l'émetteur, celui qui a besoin d'argent, s'associe à une banque chef de file pour designer l'obligation. Ensuite, un syndicat de garants entre en jeu. Leur rôle est critique. Ils achètent toute l'émission d'un coup et donc ils prennent le risque sur leurs épaules. Et enfin, un groupe de vente encore plus large se charge de placer ces obligations auprès des investisseurs finaux. C'est un vrai travail d'équipe à l'échelle mondiale. Il faut bien voir que ce marché n'est pas uniforme. En fait, c'est comme une immense boîte à outils. Chaque instrument financier est conçu pour répondre à un besoin très précis. Allez, ouvrons cette boîte et regardons quelques outils. Alors quel est l'outil de base, celui qu'on trouve partout, le plus simple de tous? Le voici, la dette à taux fixe, l'obligation pleine vanilla comme on dit. C'est simple, c'est efficace, un taux d'intérêt qui ne bouge pas, versé régulièrement, jusqu'à une date de fin bien définie. C'est vraiment le pilier de tout le marché. Le taux fixe, c'est bien, mais ça a ses limites. Imaginez que les taux d'intérêt se mettent à grimper ou à chuter. Être bloqué avec le même taux pendant 10 ou 20 ans, ça peut devenir un problème. Du coup, il existe une alternative? Absolument. Et la solution, c'est l'obligation à taux variable, ou Floating Rate Note, FRN pour les intimes. Là, le taux d'intérêt n'est pas fixe. Il est remis à jour, par exemple tous les 3 ou 6 mois, en se basant sur un taux de référence du marché. C'est un outil beaucoup plus souple, idéal pour s'adapter à un environnement financier qui bouge. Autre problème, autre outil. Disons qu'une entreprise française construit une usine au Brésil. Elle a besoin de réaux brésiliens pour payer les factures sur place, mais ses revenus, eux, sont en euros. Comment elle se protège des variations de taux de change sur plusieurs années? Pour ça, il existe un outil particulièrement astucieux, l'obligation à double devise. L'idée est brillante. L'entreprise va émettre une obligation qui paye les intérêts en réaux brésiliens chaque année, pile la monnaie dont elle a besoin pour son projet. Par contre, à la toute fin, le capital de départ est remboursé en euros. C'est comme si on avait intégré un contrat de change à très long terme directement dans l'obligation. C'est de la belle ingénierie financière.
On a vu la taille, les acteurs, les outils, mais au final, à quoi sert tout ce système? Qu'est-ce qui le rend si crucial qu'il est devenu, en quelque sorte, le moteur de la finance mondiale? C'est la question la plus importante. Cette phrase, toute simple, résume en fait l'essence du marché. Sa fonction première, c'est de connecter ceux qui ont besoin d'argent avec ceux qui en ont à placer, et de le faire au-delà des frontières, à une échelle planétaire. Et ce tableau, il nous donne la clé du succès des euro-obligations. Regardez bien la différence avec un marché domestique classique. Il y a beaucoup moins de réglementation, des exigences de transparence plus souples, et surtout une rapidité d'exécution qui n'a rien à voir. Pour une multinationale qui a besoin de lever des milliards très vite, cette vitesse et cette flexibilité, c'est de l'or. Au final, l'impact de ces 97 milliards de dollars, on le voit partout autour de nous sans même s'en rendre compte. Cet argent, il ne reste pas sur des écrans. Il finance des routes, des hôpitaux, des projets énergétiques. Il permet aux entreprises d'innover et de se développer. En fait, il tisse une toile financière qui relie toutes les économies du monde et qui permet de répartir les risques et de faire circuler l'argent là où il est le plus utile. Ce qui nous amène à une dernière question pour la route. Dans ce système mondial gigantesque où la dette et le capital circulent sans cesse, qui a vraiment le pouvoir ? Est-ce que ce sont les grands États qui émettent des montagnes de dettes ou est-ce que ce sont les milliers d'investisseurs qui, par leur décision d'acheter ou de vendre, peuvent faire et défaire des économies ? C'est une question de pouvoir fascinante et elle est vraiment au cœur de notre économie moderne.